Elle se présente au tribunal avec son badge. L'agent ne la laisse pas passer. Les femmes de ménage attendent dehors. Elle répète 3 fois qu'elle est procureure. Il rit. Derrière lui, d'autres agents regardent sans rien dire. Quand elle entre enfin, ce n'est plus pour représenter l'État. C'est pour attaquer le système qui l'a humiliée. « Bonjour, madame, vous êtes perdue ?» Le ton n'était pas hostile. Mais pas respectueux non plus. Juste, condescendant. Comme quand on parle à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Qu'on ne voit pas vraiment. Nadia n'a pas répondu tout de suite. Elle a tendu son badge, habituée à ce genre de réflexe. Sauf que cette fois, il ne l'a pas regardé. Le personnel d'entretien passe par l'entrée arrière, « Madame. Ici c'est pour les magistrats et les avocats. » Elle a souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. « Je suis magistrate. » Le type l'a regardé une seconde. Il a plissé les yeux, puis a haussé les épaules. « Et moi je suis le président de la République. Allez, faites pas d'histoire, j'ai une journée à gérer. » Elle a tendu de nouveau son badge. Cette fois, lentement. Substitut du procureur, tribunal de grande instance de Nanterre. Non, Diallo. Vous voulez le lire à haute voix ou je le fais? Silence. Le regard du gardien a changé. Légèrement. Mais pas assez. Ce n'était pas la première fois. Ni la 10e. Ni la dernière. Depuis qu'elle avait prêté serment, Nadia avait entendu tous les tons possibles, la surprise, l'ironie, la suspicion. Jamais la reconnaissance. Même pas de la part de ses collègues. Nadia Diallo, 38 ans, diplômée de Sciences Po, major de promo à l'ENM, casier disciplinaire vierge. Et pourtant, pour beaucoup, elle restait celle à qui on demande si elle est traductrice ou greffière. Pas parce qu'elle n'en avait pas l'allure. Mais parce qu'elle avait trop de peau, trop de cheveux, trop de silence. Son père, Issa, lui disait toujours: « On te respectera pas pour ce que tu fais. On te respectera pour ce que tu supportes sans plier. » Elle ne savait plus si c'était un conseil ou une malédiction. Le matin même de l'incident, elle avait plaidé sur un dossier de violence conjugale. L'avocat de la défense avait soupiré quand elle avait pris la parole. « Ah, c'est vous la substitut? Je pensais qu'on aurait quelqu'un d'un peu plus classique. » Elle avait noté la phrase dans son carnet. Juste les mots, quelqu'un d'un peu plus classique. Pas pour se plaindre. Pour ne pas oublier. Le soir, elle était rentrée dans son petit appartement du 18e. Pas luxueux, mais propre, organisé. Comme elle. Sur la table, les dossiers de la semaine suivante. À côté, un plat sénégalais préparé par sa mère et laissé dans un tupperware. Elle avait mangé seule. Sans appétit. À la télé, un débat sur la représentation des minorités dans les hautes fonctions publiques. Elle avait coupé le son. Elle savait déjà ce qu'ils allaient dire. Le lendemain matin, elle était arrivée au tribunal plus tôt que d'habitude. Un dossier sensible, affaire de mœurs impliquant un élu local. Tout le monde savait que ce serait tendu. Elle avait mis une tenue sobre, tailleur gris, chemise blanche. Discrète mais nette. Ses cheveux tressés, attachés proprement. Badge autour du cou. Et malgré tout, elle avait été arrêtée à l'entrée. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas juste un mot de trop. Le gardien avait haussé la voix. Une deuxième s'était approchée. Elle avait tenté d'expliquer, encore. Le ton était monté. Et puis, il y avait eu cette phrase. « Si vous continuez à insister, on appelle la police. » Elle avait ri. Vraiment ri. « Appelez-les. Ils me connaissent. J'ai bossé avec eux hier. » Ce qui avait tout changé, ce n'était pas le refus. Ce n'était même pas la menace. C'était ce moment, 30 secondes plus tard, quand 2 hommes blancs en costume étaient arrivés, en retard, sans badge. Et qu'on les avait laissés passer sans un mot. Elle avait regardé ça en silence. Puis, lentement, avait sorti son téléphone. Et filmé. Pas pour TikTok. Pas pour se venger. Juste pour avoir une preuve. Parce qu'à force d'être invisible, il fallait bien fabriquer une trace. Le chef de la sécurité était arrivé, gêné, transpirant. « Oh, Madame Diallo, pardon, un malentendu. » 3 agents.
4 fois la même phrase. C'est pas un malentendu. C'est un automatisme. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que je crois n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous voyez. Et vous, vous ne m'avez pas vu. Elle était entrée, enfin. Mais elle ne s'était pas rendue en salle d'audience. Elle était montée au 3e étage, dans le bureau de la présidente du tribunal. Nadia? Qu'est-ce qui se passe? Je veux déposer plainte. Contre qui? 3 agents de sécurité. Et l'institution qui les a formés à me regarder comme si je n'avais rien à faire ici. Ce jour-là, la présidente avait tenté de calmer le jeu. On peut régler ça en interne. Non. Tu es sûr de vouloir aller jusque-là? Je suis sûr que j'en ai marre. Tu vas t'exposer. Tu sais comment les gens vont réagir. Je m'expose déjà tous les jours en traversant ce hall. Elle avait déposé plainte. Officiellement. Devant ses collègues, devant les huissiers, devant les gens qui pensaient qu'elle allait encaisser, comme d'habitude. Et le soir même, le dossier avait déjà fuité. Un mail anonyme. Un tweet sans photo. Puis une capture d'écran du badge de Nadia. Puis les commentaires. Encore une qui cherche le buzz. Si elle n'est pas capable de montrer qui elle est, c'est son problème. Pourquoi tant de victimes sont toujours les mêmes? Elle n'avait rien répondu. Mais elle avait gardé tous les messages. Et elle avait tout noté dans son carnet. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'ils font tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me taire. On verra ce que ça coûte. 2 jours après le dépôt de plainte, Nadia reçut un appel. C'était le parquet général. Une voix polie, bien articulée, presque trop calme. Bonjour Madame Diallo. Le procureur souhaite vous recevoir, si vous êtes disponible ce matin. Elle savait déjà pourquoi. Elle répondit. Dites-lui que j'arrive dans 20 minutes. Le bureau du procureur général était lumineux, impeccable, et glacial. Tout y sentait la retenue. Comme si même les meubles évitaient de trop faire de bruit. Il l'accueillit debout, la salua sans chaleur. Nadia. Installez-vous, je vous en prie. Elle s'assit. Il resta debout quelques secondes de plus, puis prit place. J'ai lu votre plainte. Et vu les premiers retours. Je voulais en parler directement avec vous, avant que cela ne prenne des proportions trop importantes. Elle ne répondit rien. Ce que vous avez vécu est regrettable, bien entendu. Et je comprends que vous ayez été touché. Mais il y a des manières de gérer ce genre de situation, vous savez. Elle fixa son regard sur lui. Vous m'avez convoqué pour me faire la morale? Non, non. Pour échanger. Trouver une issue intelligente. Et éviter que tout cela dégénère. Dégénère pour qui? Le procureur soupira. Il regarda ses papiers, plus qu'elle. Nadia. Vous êtes brillante. Appréciée. Vous avez une belle carrière. Ne la mettez pas en danger pour un incident malheureux. Je ne l'ai pas mise en danger. Ce sont eux qui l'ont fait. Vous savez très bien que certains vont exploiter cette affaire. La presse, les réseaux, les associations. Il faut garder le contrôle. Elle sourit, mais pas gentiment. Ce que vous appelez contrôle, moi j'appelle ça le couvercle du silence. Il la regarda enfin droit dans les yeux. Réfléchissez, Nadia. Vous avez le droit d'avoir été choquée. Mais vous avez aussi le choix de ne pas tout casser autour de vous. Ce n'est pas moi qui ai brisé la confiance. Je fais juste en sorte qu'on arrête de faire semblant. En sortant du bureau, elle croisa un substitut qu'elle connaissait depuis des années. Il lui glissa discrètement. Tu sais que je t'apprécie, hein, mais là, tu t'embarques dans un truc qui va te coller à la peau. Elle le regarda froidement. Et toi, tu sais ce que ça fait quand on te colle une identité que tu n'as pas demandée? Il n'eut pas de réponse. L'après-midi même, un article parut dans un journal juridique. Une magistrate dépose plainte contre des agents de sécurité. Malaise dans les couloirs du tribunal. Pas de nom. Mais tout le monde avait compris. Et le soir, sur les réseaux internes, les messages commencèrent à circuler. Toujours les mêmes qui crient au racisme. Elle veut se faire passer pour une héroïne. Ça va faire chuter la réputation de toute l'institution. Personne ne lui disait en face.
Mais les regards parlaient. Le lendemain, elle reçut un mail de la vice-présidente du TGI. Nadia, nous devons discuter. Je t'invite à déjeuner cette semaine. Amicalement? Chloé. Elles se retrouvèrent dans un restaurant discret, pas loin du palais. Chloé prit un ton amical, presque maternel. Nadia, écoute. Tu sais que je suis de ton côté. Mais il faut qu'on trouve une sortie de crise. L'administration est nerveuse. Le ministère aussi. Moi aussi, je suis nerveuse. Depuis des années. Mais là, ça devient public. Difficile à gérer. Tu veux dire difficile à étouffer? Chloé pinça les lèvres. Tu veux aller jusqu'où avec ça? Jusqu'au bout. Et après? Tu crois qu'on va t'applaudir? Que ça va changer quelque chose? Non. Mais au moins, cette fois, ce sera écrit. Officiel. Plus dans l'ombre. Chloé posa sa fourchette. Tu n'as pas besoin de te brûler pour exister, Nadia. Non. Mais j'ai besoin d'arrêter de me taire pour respirer. Ce soir-là, elle rentra tard. Elle trouva sur sa porte une enveloppe glissée sans nom. À l'intérieur, une photocopie de son badge, barré d'une croix rouge, et un post-it. Tu veux te faire remarquer? C'est réussi. Elle ne prévint pas la police. Elle glissa l'image dans son dossier. Et écrivit dans son carnet. Quand ils ne peuvent pas t'ignorer, ils essaient de t'effacer. Le lundi suivant, elle reçut une convocation de la commission d'éthique. Thème, comportement public d'un magistrat en situation de conflit avec un service du tribunal. Elle lut la phrase 3 fois. Maintenant, c'est moi le problème. Son avocat vit une femme, noire elle aussi et lui répondit calmement. Non, Nadia. Tu es juste celle qui dérange le calme apparent. C'est pas pareil. Devant la commission, on lui posa des questions polies. Trop polies. Pensez-vous que votre réaction était proportionnée? Avez-vous envisagé une médiation? Comprenez-vous que vos déclarations publiques ont pu choquer? Nadia répondit sans hausser le ton. Est-ce que quelqu'un ici comprend que ce que j'ai vécu est plus choquant que ce que j'ai dit? Silence. Elle continua. Ce n'est pas une affaire d'image. C'est une affaire de dignité. Et vous avez choisi de vous inquiéter pour la première. En sortant, elle croisa un jeune greffier. Il baissa la tête, puis souffla. Merci. Elle ne dit rien. Mais pour la première fois depuis des jours, elle sentit quelque chose d'autre que la colère. Elle sentit qu'elle n'était pas seule. Le premier média à la contacter fut un petit site d'actualité judiciaire. Discret, mais sérieux. La journaliste s'appelait Sophia, et elle n'envoya pas de message standard. Elle écrivit. Je sais ce que c'est d'avoir un badge qu'on regarde à peine. Je veux raconter votre histoire, sans spectacle. Si vous le voulez. Nadia hésita. Puis accepta. Elles se retrouvèrent dans un café. Pas de caméra, pas d'enregistreur. Juste un carnet et un stylo. Sophia écouta. Longtemps. Sans interrompre. Puis demanda. Vous regrettez? Pas d'avoir parlé. Seulement d'avoir mis autant de temps à le faire. Vous saviez que ça prendrait cette tournure? Non. Mais je savais que le silence, lui, me tuerait à petit feu. L'article parut 3 jours plus tard. Titre simple. Elle est magistrate. On l'a traitée comme une intruse. L'article circula lentement. Puis de plus en plus. Partagé par des syndicats, des collectifs, des anonymes. Puis des figures publiques. Des femmes, beaucoup. Des racisés, surtout. Le hashtag je suis Nadia apparut. Mais avec le soutien vint la boue. Des comptes anonymes publièrent de fausses captures d'écran. On l'accusait d'avoir menti sur son CV, d'avoir été pistonné, d'avoir insulté les agents. Un article anonyme sur un blog facho. Encore une qui veut détruire la justice blanche. Elle reçut des mais. Tu veux la guerre, tu vas la voir. On va te faire regretter d'avoir ouvert ta bouche sale. Elle imprima chaque message. Elle les rangea. Elle les ajouta à son dossier. Son avocat lui demanda. Tu veux qu'on porte plainte aussi pour ça? Elle répondit. Pas encore. D'abord, je veux qu'il se montre.
Un soir, à la télévision, un débat fut organisé. Y a-t-il un problème de racisme dans la justice française? 5 invités. Aucun noir. Un magistrat blanc, cheveux gris, déclara: cette affaire est regrettable, bien sûr. Mais elle ne reflète pas la réalité globale. Il ne faut pas tomber dans le piège victimaire. Nadia regardait l'écran en silence. Puis elle murmura: ce n'est pas un piège. C'est un miroir. Et certains n'aiment pas ce qu'ils y voient. Le lendemain, elle fut invitée par une radio nationale. Cette fois, elle accepta. Pas pour se défendre. Pour raconter. En studio, la journaliste lui demanda: pourquoi parler maintenant? Parce que ça fait 15 ans que je me tais. Et que je vois que ça ne m'a pas protégé. Vous n'avez pas peur de perdre votre poste? J'ai plus peur de perdre ma dignité. Que dites-vous à ceux qui pensent que vous exagérez? Qu'ils n'ont jamais eu à tendre un badge qu'on ne regarde pas. Et que leur confort ne prouve rien, sauf qu'ils ne vivent pas la même chose. En sortant du studio, une femme l'attendait dehors. Inconnue. La cinquantaine. Manteau simple. Regard intense. Je voulais juste vous dire merci. Mon fils est greffier. Il vous lit. Il vous croit. Nadia sentit sa gorge se serrer. Elle répondit: merci à lui. Et à vous. Puis elle rentra à pied. Lentement. Mais droite. La convocation arriva par courrier interne. Pas par mail. Pas en main propre. Juste une enveloppe neutre, glissée dans le casier du greffe. À l'intérieur, une feuille. Objet, ouverture d'une procédure disciplinaire pour comportement portant atteinte à la neutralité du service public de la justice. Nadia lut la phrase 3 fois. Puis elle s'assit. Pas de colère. Pas encore. Juste cette sensation connue, froide, celle qu'elle avait déjà ressentie à l'ENM quand un professeur avait dit: vous êtes brillante. Mais il va falloir apprendre à être moins militante. Elle prit son téléphone. Appela son avocate. Ils ont lancé la procédure. Motif exact? Atteinte à la neutralité. Classique. Flou, donc efficace. Ils veulent me faire passer pour dangereuse. Ils veulent que tu doutes. Le reste viendra tout seul, s'ils réussissent. Le jour même, elle reçut un message du chef de cabinet du ministère. Poli. Lisse. Vide. Nous regrettons profondément cette situation et espérons qu'un dialogue constructif permettra un retour au calme institutionnel. Elle rit. Un rire sec, sans joie. Retour au calme, c'était ça leur obsession. Pas la justice. La tranquillité. Au tribunal, les visages changèrent. Pas frontalement. Mais les regards. Les silences. Les couloirs plus vides quand elle passait. Les conversations qui s'arrêtaient trop vite. Un collègue la croisa à la machine à café. Il sourit, puis ajouta à voix basse: t'as du cran, quand même. Elle répondit: j'ai juste de la mémoire. Le cran est venu après. Le jour de l'audience disciplinaire, elle arriva en avance. Tailleur noir. Dossier complet. Elle n'avait pas dormi. Mais elle tenait debout. Devant la commission, on lui demanda: reconnaissez-vous avoir pris position publiquement contre le fonctionnement interne de l'institution? J'ai décrit une réalité. Si elle vous gêne, ce n'est pas une prise de position. C'est un miroir. Avez-vous conscience que votre visibilité sur les réseaux sociaux peut influencer des jeunes magistrats? J'espère bien. C'est justement pour eux que je parle. Ne craignez-vous pas d'alimenter une défiance envers la justice? Ce que j'alimente, c'est l'exigence. La confiance aveugle n'a jamais protégé personne. La salle était froide. Pas hostile. Mais désincarnée. Comme si on jugeait une idée. Pas une personne. Le soir, elle retrouva son amie Yasmine, avocate pénaliste. Elle se connaissait depuis l'université. Tu veux vraiment aller au bout de ce combat? Demanda Yasmine. Je ne suis pas dans un combat. Je suis dans ma vie. Ils te la rendront pas facile. Elle ne l'a jamais été. Une semaine après, elle reçut une note de service.
Elle était affectée temporairement à un autre tribunal. Pas une sanction, disait-on. Une mesure préventive, apaisante. Traduction, éloignée. Neutralisée. Nadia savait ce que cela voulait dire. Elle avait été écartée. Sans bruit. Sans débat. Mais très officiellement. Elle appela son avocate. Ils m'ont déplacé. Ce n'est pas légal. C'est discret. C'est plus fort que légal. La nouvelle affectation était dans une ville de banlieue, loin de Paris. Elle fit ses valises. 4 cartons. Une valise. Son dossier. Elle loua un petit studio, impersonnel. Tout blanc. Trop silencieux. Le premier jour au nouveau tribunal, personne ne la regarda vraiment. Pas de remarques. Pas de questions. Mais ce silence-là, elle le connaissait trop bien. C'était celui du vide organisé. Le soir, elle se força à écrire. À poser les mots. Mais rien ne venait. Juste une phrase. Je croyais me battre contre une injustice. En réalité, je me battais pour ne pas disparaître. Les jours passaient. Elle travaillait. Correctement. Professionnellement. Mais elle n'existait plus. Aucun appel du ministère. Aucun retour de la commission. Aucun suivi. Juste le vide. Organisé. Un samedi, elle reçut un message anonyme. Par mail. Une ligne. On t'a remise à ta place. Fais pas l'erreur d'en sortir à nouveau. Elle ne répondit pas. Mais elle imprima. Et l'ajouta à son dossier. Un matin, dans le métro, une femme s'approcha. Elle avait la trentaine, tenue simple, regard clair. Vous êtes Madame Diallo? Oui. Merci. Pour avoir tenu. Je ne sais pas si je tiens encore. Mais vous êtes là. Et ça suffit. Ce soir-là, elle rentra chez elle. Elle ouvrit son carnet. Et cette fois, elle écrivit. Ils veulent la paix. Mais seulement si je me tais. Alors je continuerai à parler. Même seul. Même loin. Parce que le silence, c'est ce qu'ils attendent. Et je leur dois pas ça. Une semaine s'était écoulée depuis son déplacement. Nadia faisait son travail. Correctement. Sans faille. Mais sans vie. Elle parlait peu. Évitait la salle de pause. Se contentait d'enchaîner les audiences. Ce mardi-là, à la sortie du tribunal, une jeune greffière l'attendait dans le couloir. Madame Diallo? Je peux vous parler une minute? Nadia s'arrêta. S'attendait à une remarque, une mise à distance. Mais la jeune femme semblait nerveuse. Et sincère. Je voulais juste vous dire, j'ai suivi ce qui s'est passé. Je vous ai lu. J'ai vu les vidéos. Et, je voulais que vous sachiez que certaines ici ne sont pas aveugles. Nadia resta silencieuse. La jeune greffière ajouta. On est plusieurs. On en parle entre nous. On voit les regards, les réflexes. On voit comment ils parlent à certaines, jamais aux autres. On se tait souvent, mais, vous avez dit ce que nous, on n'ose pas dire. Le soir même, Nadia reçut un mail. Expéditeur inconnu. Nous sommes 4. Tous jeunes magistrats ou greffiers. On vous croit. Et on vous soutient. Si vous avez besoin de témoins, nous sommes là. Elle répondit simplement. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça change. Le lendemain, un jeune juge stagiaire vint à son bureau. Je veux pas vous déranger. Mais j'aimerais comprendre. Pas ce que vous avez dit. Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Nadia ferma son ordinateur. Le regarda. Parce que pour eux, ce n'est pas ce que j'ai dit qui dérange. C'est le fait que j'ai osé le dire hors des couloirs. Et surtout, que je n'ai pas demandé la permission. Une semaine plus tard, un collectif interne publia une lettre ouverte, signée par 27 agents de justice anonymes. Nous reconnaissons le malaise. Et nous refusons le silence institutionnel. La lettre ne mentionnait pas Nadia. Mais tout le monde savait. Les partages furent nombreux. Les commentaires divisés. Enfin. Courage. Traître. Ils salissent la robe. À Paris, une réunion se tint à huis clos.
Au niveau. Au malaise. On ne peut plus l'isoler. Trop de relais. Trop de soutien. Il faut reprendre la main. Laisser traîner, ça renforce sa position. Et si on la réintègre? Pas sans qu'elle perde la face. Il faut une sortie, contrôlée. Ou une erreur. Le jour suivant, Nadia reçut une convocation pour réexamen de sa situation disciplinaire à la lumière des nouveaux éléments. Elle appela son avocate. « Tu crois qu'ils veulent reculer? Je crois qu'ils veulent te piéger. Te faire croire que tu gagnes, pour mieux refermer le piège. » Elle se présenta tout de même à la réunion. 3 magistrats. Ton poli. Trop. Madame Diallo. Vous avez subi beaucoup. Nous en avons conscience. Certains éléments nous ont échappé. Et pour cela, nous exprimons notre regret. Elle fixa la présidente de la commission. Est-ce que ce regret sera inscrit quelque part? Ou c'est juste pour me calmer? Silence. Si vous voulez que je me taise, ce ne sera pas avec des sourires. Ce sera par écrit. Avec engagement. Avec réparation. Il n'avait rien préparé. Juste une mise en scène. Elle se leva. Appelez-moi quand vous aurez un vrai geste. Pas un pansement pour qu'on n'entende plus le cri. Le soir, elle écrivit dans son carnet. Un jour, j'ai cru que j'étais seule. Puis j'ai vu que le silence était une foule. Et que parfois, dans cette foule, une voix s'élève. Et une autre la rejoint. Et une autre. Ce n'est pas encore un cœur. Mais ce n'est plus le désert. L'invitation était officielle. Cachet du ministère, formule cordiale, signature électronique bien visible. Colloque national des professions judiciaires, Sorbonne, Amphi central. Thème annoncé, éthique, transparence et image de la justice dans l'espace public. La mention, Madame Nadia Diallo est invitée à intervenir à la table ronde intitulée « La parole du magistrat, devoir de réserve ou liberté d'expression ». Elle lut 2 fois. Soupira. Classique. Le genre d'invitation que l'on envoie à une personne encombrante dans l'espoir qu'elle se calme si on lui tend un micro. Elle ferma le mail. Le laissa reposer dans sa boîte. 3 jours plus tard, elle répondit. J'interviendrai. Et je dirai ce que j'ai à dire. Le jour venu, elle arriva 1 heure en avance. L'université était pleine de monde. Des robes noires, des tailleurs gris, des visages fermés. On la salua. Parfois poliment, parfois par automatisme. Certains évitaient son regard. D'autres faisaient semblant de ne pas la reconnaître. Elle s'installa à l'écart, relut quelques notes, puis les rangea. Elle savait qu'elle ne les utiliserait pas. L'amphi était plein. Plus de 200 personnes. Magistrats, avocats, greffiers, étudiants, journalistes. Sur la scène, 5 intervenants, 2 procureurs généraux, un professeur de droit, une avocate médiatisée, et elle. Les premiers échanges furent polis, institutionnels. Répétitifs. Ligne bien lissée, la confiance dans la justice, le respect du devoir de réserve, l'image collective à préserver. Personne ne disait vraiment ce qui les dérangeait. Tous parlaient comme s'il n'y avait jamais eu de scandale, jamais de malaise, jamais de colère sourde. Puis vint son tour. Elle monta sur scène. Debout. Aucun papier. Aucun support visuel. Une robe noire sobre, sans décor. Pas de badge visible. Elle prit le micro. Regarda la salle. Et parla calmement. Je m'appelle Nadia Diallo. Je suis magistrate. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a demandé de parler de liberté d'expression. Pas parce que j'ai un avis à défendre. Mais parce que mon silence n'était plus supportable. Ni pour moi. Ni pour ceux qui me ressemblent. L'amphi était figé. On l'écoutait. Sans bruit. Sans tout. Sans mouvement. J'ai grandi en pensant que la République était un mot qui nous protégeait. J'ai fait des études pour comprendre comment elle fonctionnait. J'ai passé des concours pour y entrer. J'ai prêté serment pour la servir. Et depuis 15 ans, je le fais. Chaque jour. Sérieusement. Rigoureusement. Respectueusement. Et pourtant, on continue de me regarder comme si j'étais une anomalie. Comme si ma présence était une erreur administrative.
Ce n'est pas mon discours qui dérange. C'est ma simple existence dans un espace que beaucoup pensent leur être réservé. Elle s'interrompit. Respira. Puis reprit. Quand j'ai dénoncé ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas fait pour attirer l'attention. Je l'ai fait parce que me taire m'était devenu insupportable. Parce que l'humiliation répétée devenait une forme de consentement silencieux. Et je ne voulais plus consentir. On m'a accusé d'alimenter la défiance. Mais ce que je décris, c'est ce que vivent chaque jour ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne nomme pas, qu'on ignore jusqu'à ce qu'ils osent parler. Le devoir de réserve est une nécessité, oui. Mais il ne doit pas être un couvercle sur la souffrance. Ni un bâillon sur la vérité. Elle regarda la salle. Je n'ai pas insulté l'institution. J'ai seulement mis des mots sur ce que beaucoup ressentent mais n'osent pas dire. Et c'est peut-être ça, le vrai scandale. Certains prenaient des notes. D'autres restaient figés. Personne ne bougeait vraiment. Les modérateurs ne l'interrompaient pas. La journaliste en charge ne disait rien. Elle avait compris qu'il n'y aurait pas d'équivalent après elle. Je ne suis pas une militante. Je suis une magistrate qui a décidé de ne plus s'excuser d'être visible. De ne plus s'excuser d'être là. De ne plus s'excuser d'avoir un nom qu'on prononce avec hésitation, une peau qu'on associe à l'altérité, une voix qui dérange. Elle baissa le micro. Je n'ai pas besoin de crier. Il suffit que vous n'ayez plus moyen de détourner les yeux. Elle quitta la scène sans attendre de questions. Elle ne voulait pas de débat. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle traversa le couloir, marcha vers la sortie. Derrière elle, des applaudissements. Pas tonitruants. Mais réels. Progressifs. À l'entrée, une femme l'attendait. Jeune. Étudiante probablement. Je suis en master droit public. Je pensais abandonner. Je pensais que ce monde n'était pas fait pour moi. Merci. Nadia hocha la tête. Il n'est pas fait pour toi. C'est pour ça qu'il faut y rester. Dans les jours qui suivirent, l'extrait de son intervention fut partagé sur les réseaux. Des millions de vues. Des articles. Des débats. Certains disaient, elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. D'autres, elle exagère, elle met tout dans le même sac. Un éditorial parut dans un grand journal du soir. Le témoignage de Nadia Diallo est à la fois sincère et dérangeant. Parce qu'il met à nu une institution qui se veut neutre mais ne l'est jamais tout à fait. Et parce qu'il rappelle que le silence n'est pas toujours synonyme de loyauté. Le ministère réagit. Tardivement. Une note fut publiée, rappel des valeurs de respect, d'égalité et de non-discrimination. Aucune référence directe à elle. Aucune excuse. Mais quelques jours plus tard, Nadia reçut un appel. Madame Diallo ? C'est le cabinet du garde des Sceaux. Le ministre souhaiterait vous recevoir. Elle hésita. Puis répondit. Qu'il m'écoute d'abord. Ensuite, on verra s'il veut vraiment entendre. Cela faisait un mois qu'elle n'avait pas prononcé une phrase publique. Ni interview. Ni tweet. Rien. Pas par peur. Pas par fatigue. Par choix. Elle voulait voir. Si ce qu'elle avait dit survivait à son silence. Les jours passaient. Elle travaillait. Dossier, audience, rapport. Elle n'avait pas changé de ville, ni demandé une autre affectation. Mais tout était plus calme. Plus plat. Les gens croyaient qu'elle avait tourné la page. Un matin, un jeune greffier déposa un document sur son bureau. Rien d'inhabituel. Sauf un petit mot glissé à la main. On continue. Elle le regarda, il baissa les yeux et partit sans mot. 2 jours plus tard, elle reçut un message d'un groupe de jeunes magistrats. Nous préparons un rapport interne sur les discriminations systémiques dans les juridictions. Vous n'avez rien à faire. Mais sachez que sans vous, on n'aurait même pas osé ouvrir la bouche. Elle relut 2 fois. Sourit. Ne répondit pas. Mais le message resta affiché sur son écran pendant des heures. Une semaine plus tard, elle apprit qu'un agent de sécurité avait été suspendu à Bobigny, après avoir refusé l'entrée à une avocate noire. Le bâtonnier avait lui-même porté plainte. Pas d'écho dans les grands médias. Mais dans les couloirs, tout le monde en parlait. Et chaque fois que le sujet revenait, son nom apparaissait. Pas comme une victime. Comme un déclencheur.
Elle recevait désormais des invitations pour des tables rondes, des commissions, des formations. Elle refusait presque toutes. Sauf une. Un email sobre, signé par 3 magistrates. Sujet, groupe de travail pour une réforme du code de déontologie au volet et diversité et discrimination au point. Elle répondit. Je ne veux pas servir d'alibi. Si vous êtes prête à écouter, je viens. Réponse immédiate. On ne cherche pas un alibi. On cherche une vérité. La première réunion eut lieu dans une petite salle, à la Chancellerie. 8 femmes. 5 racisés. 2 hommes. Aucun journaliste. Aucun directeur de cabinet. Elles échangèrent pendant 2 heures. Aucun plan. Aucun objectif concret. Mais une rage contenue. Et pour la première fois, Nadia n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on dise ce qu'elle pensait. On en a marre de faire semblant que ça n'existe pas. Marre de baisser les yeux quand un juge appelle une greffière à ma chérie. Marre des silences quand une avocate se fait contrôler 2 fois devant le tribunal alors qu'elle a son badge. Elle écoutait. Juste ça. Et c'était suffisant. Dans un autre tribunal, à Lille, un groupe d'agents publia un courrier interne. Nous exigeons la fin du traitement différencié à l'accueil, selon l'apparence ou le nom. À Lyon, une formation obligatoire fut mise en place sur les biais inconscients. À Marseille, une plainte fut déposée contre un magistrat ayant tenu des propos racistes dans une audience. À Toulouse, un collectif de jeunes greffiers créa une cellule de veille. À Paris, un magistrat lança un podcast intitulé « On n'est pas fait pour se taire ». Nadia n'avait rien orchestré. Rien signé. Mais partout, son ombre planait. Le ministère tenta de reprendre la main. Conférence de presse, plan d'action en 10 points, affiche dans les halls, une justice pour tous, par tous. Trop tard. Le bruit venait désormais du sol. Et il montait. Un matin, dans sa boîte aux lettres, une enveloppe. À l'intérieur, une photo. Une salle d'audience. 3 femmes racisées derrière le banc du parquet. Une note manuscrite. C'est votre voix qui nous a mises là. Elle la regarda longtemps. Puis la rangea dans son carnet. À côté d'une autre note, plus ancienne. Je croyais me battre contre l'injustice. En fait, je me battais pour ne pas disparaître. Elle sourit. Et maintenant, demanda Yasmine un soir, autour d'un thé. Maintenant je me tais. Et je regarde ce que fait le bruit que j'ai laissé derrière moi. 3 mois ont passé. Plus de convocations. Plus de menaces. Plus de comités. Plus de communiqués. Juste le quotidien. Nadia travaille toujours. Même tribunal. Même rythme. Moins de chuchotements. Moins de regards fuyants. Elle est toujours là. Pas glorifiée. Pas aimée. Mais respectée. Ou au moins, redoutée. Un matin, elle croise un agent de sécurité à l'entrée. Nouveau. Jeune. Noir. Il lui ouvre la porte. Sourit. Bonjour, madame la procureure. Elle hoche la tête. Merci. Un autre agent, plus ancien, regarde la scène sans rien dire. Il détourne les yeux. Elle entre dans la salle d'audience. Un élève magistrat l'observe. Il prend des notes. Elle lui sourit. Il rougit. Vous êtes, vous, hein? Ça dépend du jour. Non, je veux dire, c'est vous qui. Oui. Il baisse la tête. Merci. Un mail arrive. Ministère. Sujet, projet pilote comité éthique et diversité des juridictions. Elle le lit. Pas d'invitation. Pas de nomination. Juste un document. Une phrase attire son attention. Le silence, dans certaines circonstances, peut valoir approbation involontaire. Elle sourit. Ironie parfaite. Le soir, elle retrouve Yasmine. Tu vas participer? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont enfin compris que je n'ai pas besoin d'être là pour qu'on entende ce que je pense. À la maison, elle relit son carnet. Il est presque plein. Elle tourne les pages. S'arrête sur une ancienne note. Ils me verront comme un symbole. Mais je suis juste une trace.
Une preuve vivante que le silence n'a jamais été une solution. Elle ferme le carnet, le range dans une boîte et prend une page blanche. Elle écrit. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai payé le prix. Mais je suis encore debout. Et ça, aucun rapport ne pourra l'effacer. Elle marche dans le couloir. Croise une avocate. Femme. Maghrébine. Jeune. Robe impeccable. Je vous ai vu à la Sorbonne. Vous avez dit ce que je n'osais même pas penser. Nadia hoche la tête. Alors maintenant, dites-le à votre tour. À la sortie, il pleut. Elle n'a pas de parapluie. Elle avance lentement. Elle ne regarde pas son téléphone. Elle ne pense pas à la suite. Elle sait que ce n'est plus son tour. Mais elle a laissé assez de feu derrière elle. Et maintenant, c'est à d'autres d'éclairer. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as suivi une histoire simple. Celle d'une femme qui n'a pas voulu se taire, même quand tout l'invitait à le faire. Ce n'est pas une héroïne. Pas une icône. Juste quelqu'un qui a dit le stop au bon moment. Et qui a tenu. Malgré la solitude. Malgré les regards. Malgré les conséquences. Nadia n'a pas changé la justice. Mais elle a prouvé qu'on peut rester debout dans un système qui préfère te voir à genoux. Et parfois, ça suffit pour qu'une génération entière ose lever les yeux. Si cette histoire t'a remué, fais-la tourner. Et surtout, n'oublie pas, le silence n'est jamais neutre. Abonne-toi. Ici, on raconte ce que les tribunaux ne montrent pas toujours. Les vérités calmes. Les colères longues. Les petites révolutions qui commencent par un regard, une main, une phrase. Merci. Et à la prochaine histoire vraie.